Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 25 novembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur la fin de la COP30 à Belém au Brésil et en particulier sur les décisions concernant les pays insulaires du Pacifique. Nous irons ensuite dans l'archipel des Tonga où se sont tenues la semaine dernière les élections législatives, le nouveau Parlement devant maintenant élire le nouveau Premier ministre. Et nous resterons dans le Pacifique pour aller au Samoa, où le Premier ministre a pris la décision controversée de restreindre l'accès du seul quotidien de l'archipel aux conférences de presse gouvernementales. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud, où la mort d'un adolescent ravive le débat sur la pénurie de médecins urgentistes et sur le système hospitalier en général. Après 2 semaines de négociations marquées par de fortes attentes en matière d'engagement pour le climat, la COP30, organisée dans la ville amazonienne de Belém au Brésil, s'est prolongée jusqu'à samedi, soit un jour de plus que la fin officielle du sommet. Mais le rendez-vous climatique n'a pas permis l'adoption d'un plan de sortie des énergies fossiles, contrairement aux engagements pris lors de la COP28 à Dubaï, notamment suite à la forte opposition de la Russie et de l'Arabie saoudite. À la place, une initiative sur la réduction accrue des émissions de carbone a été lancée sur la base du volontarisme, une exception pour de nombreux pays à la hauteur des attentes. Les négociations ont toutefois abouti à appeler, dans l'accord final, à au moins tripler le montant du financement climatique d'ici à 2035, afin d'aider les pays en développement dans leur adaptation au changement climatique. Une bonne nouvelle pour les pays insulaires du Pacifique qui sont concernés par ces financements, même si certains déplorent que la plupart de ces fonds soient plutôt utilisés pour financer les énergies vertes plutôt que pour l'adaptation en elle-même. Autre espoir déçu de la COP pour les pays du Pacifique, la candidature commune entre l'Australie et le Pacifique pour accueillir la COP 31 en 2026 au profit de la Turquie. Les négociations entre les deux candidatures se trouvaient dans l'impasse depuis plusieurs mois, les pays du Pacifique espérant attirer l'attention du monde entier sur les défis existentiels auxquels ils font face en raison des changements climatiques, mais aussi sur l'importance des océans et de la protection des écosystèmes marins. Le président des Palaos, Surangul Whipps Jr., s'est dit profondément déçu par le résultat des négociations, qui, si le blocage avait continué et qu'aucun accord n'avait été trouvé, aurait pu aboutir à organiser la prochaine COP à Bonn, en Allemagne, siège du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est finalement la Turquie qui accueillera le sommet, qui sera toutefois présidé par l'Australie, qui aura donc un rôle important dans l'organisation des discussions et des négociations. L'Australie aura donc tout de même l'opportunité de mettre en avant des sujets de discussion qui relèvent des priorités de la région du Pacifique, d'autant plus que plusieurs événements se dérouleront dans la région en amont de l'inauguration du sommet. La semaine dernière se sont tenues les élections législatives dans l'archipel des Tonga, visant à renouveler pour un mandat de 4 ans les 26 membres du Fale-Alea, l'assemblée législative de l'archipel. Le scrutin de jeudi dernier a été marqué par une baisse du taux de participation avec 49% sur le total des 64 700 inscrits, notamment en raison du fait que les lois électorales du pays ne permettent pas de voter à l'étranger à distance, malgré l'existence d'une importante diaspora. La campagne électorale s'est déroulée, selon ABC News, avec des enjeux tels que l'économie et les infrastructures de base, comme l'état des routes, le système de santé, l'éducation ou encore la criminalité. Le quotidien australien a indiqué que la réforme du système politique n'était plus considérée comme une priorité dans l'opinion publique, malgré des craintes exprimées sur un possible retour à une autocratie, en particulier depuis la crise politique de 2024, qui a abouti à la démission du Premier ministre après la fuite d'une lettre du Palais Royal révélant le mécontentement du roi envers le gouvernement. Notons que depuis, le roi a repris le contrôle total du ministère des Affaires étrangères, qui a été transformé en service diplomatique de Sa Majesté et confié au prince héritier qui est également chargé de la défense. L'archipel des Tonga est une monarchie constitutionnelle et une jeune démocratie parlementaire, les premières élections des membres du Parlement par le peuple ayant eu lieu pour la première fois en 2010 seulement,
après que le roi a renoncé à exercer le pouvoir exécutif. Le Parlement actuel comprend 17 sièges de députés roturiers et 9 sièges réservés à des nobles. Le Premier ministre sortant, Aïssake Eke, a été réélu à son siège de la 5e circonscription de Tongatapu avec une large majorité, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il sera reconduit à son poste, puisque le nouveau Parlement doit d'ici peu procéder à un vote pour élire un nouveau Premier ministre ou reconduire le chef du gouvernement sortant. La plupart de ces ministres ont aussi été réélus, et notamment le ministre sortant du Commerce extérieur et du Développement économique, Kapelieli Lanumata, ou encore le ministre de la Police, des services d'urgence et des entreprises publiques, Paula Piukala. Du côté des députés nobles, on compte 2 nouveaux élus, ainsi que le président du Parlement, Lord Whakafunua, et Lord Tui Vakono, qui, selon Radio New Zealand, ont tous les deux exprimé leur intérêt pour le poste de Premier ministre. A également été réélu dans la 3e circonscription de Tongatapu l'ex-premier ministre Siaosi Sovaleni, qui avait démissionné en décembre 2024 après avoir perdu le soutien du roi Tupu VI et la confiance du Parlement. Notons enfin que le roi s'est envolé vendredi pour une visite en Chine, pays avec lequel l'archipel entretient des relations étroites et des liens de dépendance économique, 48% de la dette extérieure tongienne étant détenue par la banque chinoise Exim, avec des remboursements qui pèsent sur l'économie de l'archipel. Dans l'archipel des Samoa, la décision du Premier ministre Leuatea Schmidt d'interdire l'accès aux conférences de presse du gouvernement au seul quotidien du pays suscite l'indignation. Le Premier ministre a fait l'annonce lundi dernier lors d'une conférence de presse, la première depuis son retour de Nouvelle-Zélande, ordonnant à un journaliste du Samoa Observer, Amrieta Heidi Ilalio, de quitter la conférence de presse. Le Premier ministre a accusé le journal d'une couverture mensongère de l'actualité, notamment d'une couverture qu'il qualifie d'injuste et d'incorrecte sur son récent traitement médical reçu en Nouvelle-Zélande. L'interdiction est aussi liée à une confrontation tendue le samedi précédant la conférence de presse entre un journaliste du Samoa Observer et de la BBC d'un côté et des hommes du Premier ministre de l'autre, alors que les journalistes s'étaient rendus dans la rue devant le domicile du chef du gouvernement pour confirmer son retour dans l'archipel. Les journalistes disent être restés sur la route mais avoir été interpellés par des hommes et accusés d'intrusion. Le journaliste du Samoa Observer, Shalvin Chand, dit avoir été agressé pendant l'incident et ne pas avoir reçu l'aide de la police qui se trouvait pourtant sur place. Le journaliste du plus vieux journal du pays a déclaré que le média n'avait pas de parti pris et que le Premier ministre avait porté atteinte à la liberté d'expression, ajoutant que le gouvernement avait à plusieurs reprises refusé de répondre ou ignoré des questions posées par des journalistes du quotidien. La Pacific Islands News Association s'est dit profondément préoccupée suite à cette décision qui représente, selon elle, une menace sérieuse pour la liberté de la presse et pour l'accès public à l'information et à la responsabilité démocratique dans le pays et dans la région. L'association a aussi dénoncé une décision disproportionnée et non nécessaire et a appelé à annuler immédiatement l'interdiction tout en appelant le gouvernement à un dialogue ouvert et à une gouvernance transparente. La récente mort tragique d'un adolescent de 18 ans dans la ville de Busan, en Corée du Sud, a ravivé le débat sur la crise des urgences hospitalières dans le pays. L'adolescent avait été trouvé par un professeur en train de convulser, qui avait appelé une ambulance, arrivée sur place 15 minutes plus tard. Le quotidien sud-coréen Korea Herald a indiqué que 14 hôpitaux avaient été contactés pour trouver une place pour le patient, mais que l'adolescent, après plus d'1 heure passée dans l'ambulance et après avoir été réanimé par les ambulanciers après un arrêt cardiaque, avait finalement été prononcé mort à son arrivée à l'hôpital. Cette histoire tragique a provoqué l'indignation dans le pays où la surcharge des hôpitaux et la pénurie de docteurs, notamment de médecins urgentistes, fait déjà l'objet de débats depuis plusieurs années. Le décès de l'adolescent intervient alors que le gouvernement a approuvé, plus tôt dans le mois, un projet de loi visant à amender la loi sur les services médicaux d'urgence, un texte qui propose notamment de donner plus d'autorité aux services ambulanciers pour décider de où transporter les patients. Il s'agit aussi de donner à des centres régionaux de répartition la responsabilité de désigner les hôpitaux pour les urgences, une mission traditionnellement assurée en consultation avec les docteurs et les spécialistes des hôpitaux concernés. Le projet de loi se heurte à l'opposition des médecins urgentistes qui alertent sur le risque de surcharge du système et notamment de la possible accumulation d'ambulances à l'entrée des services d'urgence et ainsi d'un possible retard de prise en charge des patients.
Les médecins urgentistes affirment aussi que le fait de choisir l'hôpital le plus proche plutôt que celui le plus approprié, notamment en cas d'attaque cardiaque, pourrait être fatal pour certains patients. Et enfin, les urgentistes estiment que le projet de loi ne répond pas à la pénurie de spécialistes et de places en traitement post-admission dans les services d'urgence, ce qui est la cause des refus répétés de prise en charge par les hôpitaux pour l'adolescent décédé tragiquement et dont la mort aurait peut-être pu être évitée. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.